Bonjour à tous. Dans la série de vidéos qui commence avec celle-ci, je vais essayer de vous emmener dans un monde en grande partie nouveau pour vous, celui qu'on appelle le droit de la propriété intellectuelle. Un monde à la fois fascinant, complexe et un peu effrayant. Fascinant parce qu'au fond, il concerne toutes les créations humaines, voire au-delà, qu'il s'agisse de créations du domaine artistique ou des technologies. Que ces créations ne soient compréhensibles que par un tout petit nombre d'initiés très savants, ou qu'il s'agisse de cultures de masse, accessibles par tous dans le monde entier. Donc ça concerne Internet, la musique, toutes les musiques, les satellites, la Tesla envoyée par Elon Musk dans l'espace, la recherche médicale, la recherche scientifique plus généralement, mais aussi votre quotidien, vos vêtements, leur forme, leur couleur, leur marque, les applications de votre smartphone, etc. Bref, ça nous concerne tous. Ça pose beaucoup de questions très actuelles, notamment en relation avec la crise sanitaire que nous connaissons, la question de l'accès aux soins, aux médicaments, aux informations. Et donc c'est un beau sujet de réflexion, avec beaucoup de S à réflexion, critique, de réflexion prospective. C'est intéressant comme matière pour se former au droit, parce que c'est une matière elle-même en formation. Elle n'est pas du tout finie, elle se construit tous les jours, et un peu par tâtonnement, en fonction notamment des évolutions de notre monde, de notre société. C'est vrai du droit en général, mais vous imaginez bien que, vu l'accélération du développement des technologies, le droit, qui a toujours tendance à être un peu en retard, doit s'accrocher pour être en phase avec les évolutions technologiques. Et il est très important que, à tout le moins, tous les juristes soient un minimum au courant de ce qui se passe dans ce domaine, et au-delà, tous les citoyens, bien entendu, parce que nous sommes tous concernés par cette matière. Donc c'est un domaine fascinant, un domaine complexe, vous allez vous en apercevoir rapidement, mais je vous rassure, je vais essayer de vous expliquer les choses de la façon la plus claire possible, et de toute manière, il s'agit ici d'un cours introductif. Si je réussis à, je l'espère, capter votre attention, si ça vous intéresse, au-delà de ce que je vais vous dire au travers de ce cours, vous aurez l'occasion d'approfondir vos connaissances en choisissant des cours à option en master. Dans ces domaines, nous offrons une large palette de cours dans le domaine de la propriété intellectuelle dans la faculté à l'ULB. Je vous ai dit aussi que c'est un domaine un peu effrayant. Vous avez peut-être déjà saisi pourquoi je vous indiquais cela. Euh, Déjà, rien que le fait d'accoler les mots propriété et intellectuel, ça fait un peu peur. Parce que intellectuel, ça se réfère au monde des idées. Et les idées dans un monde libre, et j'espère que nous vivons effectivement dans un monde libre et qu'il va le rester, mais il faut se battre tous les jours pour qu'il le reste. Dans un monde libre, les idées, c'est une phrase que j'aime bien répéter, les idées doivent être et rester de libre parcours, de libre circulation. Il faut qu'on puisse les échanger, les partager, les discuter, les remettre en question, les enrichir, etc. Et pour ça, évidemment, la notion de propriété et donc d'exclusivité peut sembler très contradictoire avec l'idée de libre circulation. Et effectivement, on va avoir toute une série de cas dans lesquels la protection de la propriété intellectuelle va se retrouver en tension avec la sauvegarde de certaines libertés fondamentales, aussi fondamentales que la liberté d'expression, par exemple, ou encore le respect de la vie privée. On aura l'occasion de rencontrer certains de ces conflits et de voir, par exemple, que c'est un des grands travaux en cours, depuis pas mal d'années maintenant déjà, au sein de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est à la recherche, on retrouvera ces termes, d'une méthode de juste équilibre entre la sauvegarde des droits de propriété intellectuelle d'un côté et puis celle d'autres droits et libertés fondamentaux. Je vous propose donc d'entrer dans ce domaine pas à pas, et pour ça on va d'abord voir une série de questions qui sont transversales à tous les droits de propriété intellectuelle. D'abord comprendre de quoi il est question,
Pourquoi est-ce qu'à un certain moment dans l'histoire, et en fait assez tardivement dans l'histoire du droit, le législateur s'est emparé de cette question et a décidé de consacrer un certain nombre, et petit à petit, comme ça, de plus en plus, de droits de propriété intellectuelle? Quelles sont les caractéristiques communes? Quelles sont les différences entre les domaines de la propriété intellectuelle? Comment ça fonctionne en général? Et puis nous verrons, après cette introduction générale, 4 droits de propriété intellectuelle de manière plus approfondie. Ce sont les 4 grands piliers historiques: le droit d'auteur, le brevet, la marque et le dessin au modèle. Il y en a d'autres, et encore une fois, si ça vous intéresse, vous aurez tout à fait l'occasion, d'une part, de vous former par vous-même, parce que mon but, c'est que, avec ce que je vais vous apprendre, vous allez pouvoir comprendre bien d'autres choses que ce que je vais vous expliquer moi-même. Et par vous-même, vous allez pouvoir vous former, je l'espère, bien, en ayant compris l'essentiel, les bases, les mécanismes, les concepts fondamentaux dans ce domaine. Et puis vous serez aidé aussi, parce que, encore une fois, il y a des cours à option dans ce domaine, en master, et puis après, il y a des formations spécialisées par la suite, et surtout il y a l'expérience de terrain que vous pouvez déjà faire maintenant en tant qu'utilisateur d'œuvres, de machines, etc. Vous pouvez vous poser la question, et vous devez vous poser la question, tiens, est-ce qu'il y a des droits exclusifs sur telle ou telle œuvre, prestation, technologie, etc. Qu'est-ce que je peux faire moi comme utilisateur? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Est-ce que c'est toujours valable le droit qu'on m'oppose, etc. Posez-vous des questions et puis essayez de vous servir de la matière que je vais vous enseigner pour y répondre. Pour bien comprendre de quoi il est question quand on parle de propriété intellectuelle, il faut partir du principe de liberté. En principe, tout un chacun, dans notre régime politique et juridique, a le droit d'exercer la profession de son choix, l'activité de son choix, et cela peut aller en principe jusqu'à la liberté de copier ce que font les autres, y compris ses concurrents. Eh bien, le droit de la propriété intellectuelle va faire exception à ce principe de libre concurrence et va par conséquent donner au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle une position sur le marché qui est très avantageuse par rapport à ses concurrents. Lui va pouvoir interdire aux autres de faire quelque chose, de représenter une œuvre, d'exploiter une invention, par exemple. Et donc, l'essence même d'un droit de propriété intellectuelle, c'est un droit d'interdiction, ce qui va permettre à son titulaire de disposer sur le marché donc de cet avantage concurrentiel, et ce qui explique que certains empires industriels et économiques aient pu se fonder sur un capital formé principalement de droits de propriété intellectuelle. Et vous avez sous les yeux quelques exemples de ces empires contemporains, dont certains sont de création assez récente, d'autres sont un peu plus anciens. Et vous voyez que de nombreux domaines différents de la création humaine sont représentés. L'empire Disney, par exemple, ce sont les droits d'auteur et les droits voisins qui forment le principal du capital de Disney. Si vous voyez Apple, vous avez une marque qui est extrêmement connue, mais qui se rapporte à toute une série de produits dont à la fois la technologie et le design font l'objet de droits d'auteur, de droits sur les dessins au modèle, de brevets également. On aura l'occasion d'y revenir. Vous voyez aussi une marque Mercedes, là on est dans le domaine plus industriel de l'automobile. C'est une marque, mais c'est un domaine où les brevets notamment sont fort importants. Novartis, là c'est le monde de la pharmacie, il en est énormément question à l'heure actuelle évidemment avec la pandémie Covid. Le monde de la pharmacie, ce sont essentiellement des brevets, mais les marques sont très importantes aussi dans ce monde. Microsoft
on en a beaucoup parlé, et le logiciel qui est utilisé pour que mes paroles et mes cours vous parviennent, c'est un logiciel qui est propriétaire de Microsoft, le logiciel Teams. On est là dans le domaine des logiciels. Ce sont des droits d'auteur qui protègent ces logiciels principalement. On aura l'occasion de voir malgré tout que les brevets ne sont pas complètement absents de cette matière non plus. Alors Coca-Cola, ça c'est une marque qui date du 19e siècle, qui est toujours en vigueur et valide aujourd'hui et qui continue à représenter une valeur économique fort importante. J'aurai l'occasion de vous expliquer comment il se fait qu'un droit intellectuel aussi ancien soit toujours en vigueur aujourd'hui. C'est une particularité du droit des marques. Vous voyez pour la première fois ici un tableau que j'aurai l'occasion de vous remontrer à de nombreuses reprises, qui reprend un schéma classique, faisant une première césure dans l'ensemble du droit de la propriété intellectuelle entre, d'un côté, le domaine du droit d'auteur et de tous ces satellites qu'on appelle les droits voisins du droit d'auteur, et de l'autre, le domaine de la propriété industrielle. En fait, cette grande distinction date des 18e et 19e siècles. On continue, pour des raisons pédagogiques principalement, à différencier ces deux grands domaines de la propriété intellectuelle. Nous allons voir en grande ligne ces deux domaines. Dans le domaine de la propriété industrielle, ce que nous allons voir ensemble, ce sont les grands piliers de ce domaine, mais ce ne sont pas les seuls droits de propriété industrielle qui existent aujourd'hui, mais nous verrons ensemble le domaine des brevets, celui des marques et celui des dessins ou modèles. Vous voyez déjà apparaître sur ce schéma ce qui fait l'objet de la protection par chacun de ces droits de propriété intellectuelle. Vous voyez que le droit d'auteur protège une œuvre, par exemple le tableau d'un peintre, alors que le brevet protège une invention. On est là dans le domaine nécessairement de la technique, avec un lien fort avec la recherche scientifique. C'est très différent du domaine des marques. Les marques, en réalité, ne concernent pas directement des créations humaines, mais bien la manière pour le propriétaire d'un produit, pour un vendeur de marchandises, de se faire reconnaître l'origine commerciale de ces produits, de ces marchandises, par les acheteurs, les consommateurs. Ce sont des signes distinctifs d'un produit ou d'un service. Un produit, c'est par exemple le cas d'un médicament comme Prozac. Un service, une marque extrêmement célèbre depuis quelques années de service, c'est la marque YouTube, dont vous avez l'exemple sous les yeux. Quant au domaine des dessins ou modèles, vous pouvez l'appeler aussi le domaine du design, qui probablement vous donne déjà une meilleure indication de ce qui est protégé par un droit de dessin ou modèle. Ce qui est protégé cette fois-ci, il n'est pas du tout question de service, mais uniquement de produit et uniquement de l'apparence de ce produit. L'apparence du produit ou d'une partie d'un produit, que ce soit un emballage, comme un emballage de médicaments par exemple, ou la forme de ce stylo. Alors bien entendu, toutes les œuvres, toutes les inventions, toutes les apparences de produits. Afin de vous donner une idée plus précise de ce que chacune des catégories de droit de la propriété intellectuelle que nous allons examiner peut recouvrir, prenons un exemple bien concret, celui d'un smartphone. Dans un seul smartphone, vous allez trouver toute une série d'exemples pour chacune des catégories de droits intellectuels que nous allons examiner ensemble. Toute une série de marques, par exemple. Sous les yeux, vous avez un smartphone de la marque Nokia, du modèle N95. Eh bien, aussi bien Nokia que N95 sont des marques enregistrées. Mais pour pouvoir utiliser un smartphone, il faut mettre en œuvre quantité de logiciels et d'applications. Chacun de ces logiciels, chacune de ces applications, en tout cas les plus importants d'entre eux, ont aussi une marque
qui a été enregistrée. Pensez par exemple à Android, c'est une marque enregistrée, ou encore Java par exemple. Vous allez trouver aussi à l'intérieur du smartphone le plus simple des milliers de brevets qui sont mis en œuvre pour toutes les inventions techniques nécessaires à son fonctionnement. Par exemple, le procédé qui va permettre de refroidir la batterie, absolument indispensable. Toute une série de composants chimiques, mais aussi, on verra qu'un certain nombre de logiciels font l'objet de brevets. On y reviendra. Beaucoup de droits d'auteur sont concernés aussi. Là également, pour ce qui concerne les logiciels, les programmes d'ordinateur mis en œuvre, également pour la forme générale, le design de l'appareil, les icônes qui apparaissent sur l'écran, le texte du mode d'emploi, les mélodies des sonneries, tout cela fait l'objet de droits d'auteur. Des dessins au modèle, là aussi le design de l'appareil en général, les icônes qui apparaissent sur l'écran sont protégeables par le droit des dessins au modèle. Vous verrez sur l'écran qu'il est par question aussi de trade secrets, donc de secrets d'affaires. Ça, ce sont des éléments intéressants de savoir-faire, de mise en œuvre de telle ou telle technique qui n'ont pas fait l'objet d'une publication, d'une protection par un brevet notamment, et qui restent secrets, jalousement gardés par l'auteur de ce secret. Là, on sort du domaine de la propriété intellectuelle pour faire une incursion dans celui de la concurrence déloyale. Ce sera l'objet de la dernière partie du cours. J'aurai aussi l'occasion d'y revenir. Pour vous familiariser avec la différence entre les droits de propriété intellectuelle, droits d'auteur, brevets, marques, dessins, modèles, vous avez encore aux 2 dias qui suivent une série d'exemples avec lesquels je vous invite à faire connaissance. Ce qui nous amène à une tentative de définition du droit intellectuel ou droit de propriété intellectuelle. Dans tous les cas, il n'y a droit intellectuel que si l'objet de la protection est incorporel. Vous ne pouvez pas prendre une œuvre au sens intellectuel du terme, ni une invention, ni un signe distinctif entre vos mains. L'objet de la protection en lui-même est immatériel, incorporel. Ce qui est aussi spécifique à cette matière, c'est que pour que la protection juridique soit accordée, il faut, selon le domaine concerné, que certains critères que vous n'allez trouver dans aucun autre domaine du droit soient rencontrés. Vous allez voir que dans le domaine du droit d'auteur, il faut que l'œuvre soit originale. En ce qui concerne le brevet, par exemple, l'invention doit être nouvelle. Pour la marque, c'est le caractère distinctif qui va être une condition de validité. Dans tous les cas aussi, le droit intellectuel va être un droit exclusif, un droit d'interdiction. Ce droit n'est jamais universel. Il est toujours limité par des frontières. Ces frontières peuvent être étendues. Par exemple, elles peuvent s'étendre à l'ensemble de l'Union européenne pour ce qui concerne les droits de l'Union européenne. Mais de toute manière, c'est un droit qui est territorial. Ce droit est aussi opposable à tous, ce qui le distingue fondamentalement des droits de créance qui, eux, sont relatifs. Il est opposable à tous ce droit, même si dans un certain nombre de cas, certaines formalités doivent être remplies pour effectivement que cette opposabilité puisse être mise en œuvre. Mais c'est le cas aussi, par exemple, pensez au domaine du droit immobilier. Mais si vous vendez un immeuble, cette vente ne sera opposable au tiers que si elle est transcrite dans les registres du conservateur des hypothèques. Eh bien, ici, il y a des registres ad hoc, par exemple, un registre des marques au Benelux ou dans l'Union européenne, où l'inscription, l'enregistrement est nécessaire pour l'opposabilité à tous. Il n'empêche que le principe, en matière de droit de propriété intellectuelle, c'est le principe de l'opposabilité de ces droits à tous.
Et enfin, caractéristique commune à tous ces droits, c'est qu'ils représentent tous une certaine valeur économique, une valeur qui peut être considérable. Je vous ai donné quelques exemples au début du cours de multinationales dont la richesse provient d'une valeur énorme de droits de propriété intellectuelle. Parfois, c'est une valeur économique beaucoup plus faible, mais en tout cas, il y a, y compris dans le domaine du droit d'auteur, un aspect économique, un aspect patrimonial que je vais vous expliquer par la suite. Pour ce qui concerne le vocabulaire utilisé, j'ai déjà fait appel à deux expressions que vous pouvez considérer comme parfaitement synonymes, soit droit de propriété intellectuelle, soit plus simplement droits intellectuels. Alors en Belgique, on a plutôt tendance à privilégier la seconde expression, que je préfère également de droits intellectuels. Mais il faut bien dire qu'en France, et plus largement dans le monde, c'est plutôt l'expression droit de propriété intellectuelle qui l'a emporté, qui est en réalité une traduction littérale et assez malheureuse de l'expression en anglais de Intellectual Property Rights, alors que le mot property ne correspond pas au concept juridique de propriété tel que nous le connaissons au travers du Code civil. Si vous voulez traduire le mot propriété en anglais au sens du Code civil, c'est pas property que vous devez utiliser, c'est ownership. Property, c'est beaucoup plus large, ça signifie plutôt titularité. Mais pour ce qui concerne le domaine des droits intellectuels, eh bien, ne vous en faites pas et vous pouvez admettre comme des synonymes les expressions droit de propriété intellectuelle ou droit intellectuel. Dans tous les cas, l'essence de ces droits, c'est l'interdiction. Ce ne sont pas des droits qui vous permettent une exploitation, ce sont des droits qui vous permettent d'interdire à autrui d'exploiter, de représenter, de reproduire votre œuvre, votre marque, votre invention, etc. J'aurai l'occasion de vous expliquer au travers de nombreux exemples en quoi ce sont des droits d'interdiction et pas fondamentalement des droits d'exploitation. Il est toujours intéressant pour bien comprendre une matière de repartir loin dans le temps pour savoir à quel moment elle est apparue dans l'histoire du droit. Eh bien, la propriété intellectuelle, les droits intellectuels, n'ont pas une histoire très ancienne. Si vous essayez d'en trouver la trace en droit romain, vous n'en trouverez absolument aucune trace. Et c'est même vrai en ce qui concerne les codes Napoléon. Pas un mot dans le code civil, pas un mot dans le code de commerce, pas un mot dans le code pénal. Pourtant, ça ne veut pas dire qu'au temps de Napoléon, le droit de la propriété intellectuelle n'existait pas. Puisque, en fait, si on regarde bien les choses et l'histoire du droit, on voit que cette matière a progressé considérablement au fil de différentes révolutions qui se sont produites dans l'histoire de l'humanité. Et les premières révolutions qui vont susciter la naissance, au moins en germe, de la propriété intellectuelle, ce sont les grandes révolutions politiques des XVIIe et XVIIIe siècles. D'abord en Angleterre, et puis aux États-Unis et en France. À partir de ces grandes révolutions politiques, on va voir les premiers textes de loi consacrer les brevets et les droits d'auteur, mais de manière encore très lacunaire, très embryonnaire. C'est un autre type de révolution qui, au XIXe siècle, va entraîner un fort développement de la matière. Et à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, à la suite de la révolution industrielle, cette fois-ci, et notamment de l'invention de la machine à vapeur, le besoin va se faire sentir de la part des entreprises, des industriels, d'une protection plus grande du domaine de la propriété intellectuelle. Et donc vont apparaître, et la Belgique va faire partie des pionniers dans le monde,
vont apparaître à partir de ce moment-là des lois nationales, mais aussi très 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 vite des conventions internationales, aussi bien dans le domaine du droit d'auteur, d'une part, que de la propriété industrielle, et donc brevets, marques, dessins ou modèles, d'autre part. Mais la véritable explosion de cette matière et la multiplication des droits, l'augmentation des prérogatives des titulaires, l'augmentation souvent aussi de la durée, en tout cas dans le domaine du droit d'auteur, de la protection, ça, c'est à partir de la fin du XXe siècle qu'on va y assister. On peut parler à ce moment-là de révolution à la fois médiatique et numérique. C'est l'essor de l'informatique, d'Internet, de la robotisation, aujourd'hui de l'intelligence artificielle, etc. Tout cela va entraîner non seulement une multiplication des droits, mais aussi évidemment des difficultés liées à cette expansion du domaine de la propriété intellectuelle et même une remise en cause qui est parfois radicale de la pertinence de la protection de ces droits par le législateur. Et n'allons pas très loin dans la réflexion, très loin dans le temps, arrivons maintenant à l'actualité la plus brûlante, la crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19. Vous aurez sûrement lu, entendu toutes les questions liées au développement de vaccins ou d'autres remèdes à cette pandémie. La course au vaccin peut choquer. Personnellement, je suis assez choquée par la façon dont certains, notamment le président des États-Unis, ont essayé d'obtenir une exclusivité sur les premiers vaccins développés ou en voie de développement contre la pandémie. D'autres ont insisté au contraire sur le fait qu'il était absolument temps, maintenant ou jamais, d'ouvrir l'accès aux connaissances essentielles pour préserver la santé des populations dans le monde entier. Et je vous montre ici une diapositive qui est tirée du site de ce qui s'appelle Creative Commons, qui est un système privé de licences que l'on peut accorder principalement à propos de droits d'auteur, mais les réflexions vont au-delà de la matière des droits d'auteur. Et en tout cas, c'est l'expression d'un mouvement qui va beaucoup plus dans le sens d'une liberté d'utilisation d'œuvres ou autres créations intellectuelles par chacun, moyennant certaines conditions qui sont fixées dans ces fameuses licences Creative Commons. Si ça vous intéresse, vous avez ici l'adresse du site internet de cette organisation qui en a appelé dès mars dernier à ce que l'on ouvre, que l'on diffuse, que l'on publie un maximum d'informations à propos de la maladie dû au coronavirus récent et aussi au progrès de la science en la matière. Pour pouvoir mener une réflexion utile et intéressante sur cette question, il faut évidemment d'abord savoir de quoi l'on parle. Et pour savoir de quoi l'on parle, la première chose à faire, c'est de s'interroger sur le pourquoi, sur la ratio legis de la protection. Pourquoi est-ce qu'à un certain moment, je vous l'ai dit, plutôt tardif dans l'histoire du droit, le législateur s'est dit « il faut que j'intervienne pour accorder des droits exclusifs à certains créateurs ou à certains utilisateurs de signes distinctifs. » Pour répondre de manière pertinente à cette question, je vous invite à faire une distinction parmi l'ensemble des droits intellectuels qui est autre que la distinction classique que je vous ai enseignée il y a quelques instants entre d'une part le droit d'auteur et ses satellites et d'autre part la propriété industrielle. Cette fois-ci, c'est précisément en fonction de la raison d'être de la protection qu'on va faire des distinctions et pour mieux comprendre cette raison d'être. Nous allons donc cette fois-ci distinguer les signes distinctifs des droits de création et enfin des droits d'investissement. Les signes distinctifs, ça comprend pour ce qui nous intéresse ici essentiellement les marques. Ce sont tout ce qu'on appelait pendant longtemps les signes de ralliement de la clientèle qui vont permettre
à une entreprise de se faire reconnaître ou de faire reconnaître ses produits ou ses services par ses clients, par des potentiels clients, par les consommateurs, etc. Et vous voyez très vite que la fonction essentielle de ces signes distinctifs, c'est de permettre aux tiers, aux potentiels clients, aux consommateurs, de ne pas se tromper quand ils s'adressent à une entreprise, quand ils souhaitent acheter des produits ou des services. Il y a donc une fonction d'indication d'origine commerciale de ces signes distinctifs, qui est la fonction essentielle de ceux-ci. Et ça, c'est important de s'en souvenir quand on réfléchit aux questions relatives notamment aux droits des marques, même si on va le voir, au-delà de cette fonction essentielle, de nouvelles fonctions ont été consacrées en ce qui concerne les marques. Mais comme cette fonction essentielle qui vise à éviter les confusions sur le marché ne s'arrête pas après un certain temps. Prenez l'exemple le plus fameux, historiquement, de la marque Coca-Cola. C'est une marque qui existe depuis le 19e siècle. Elle est toujours valable aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la marque est un droit intellectuel enregistré dont on peut renouveler l'enregistrement de manière illimitée dans le temps, pour autant que les conditions de validité de la marque soient toujours réunies. On va voir que c'est tout à fait différent pour ce qui concerne les autres droits de propriété intellectuelle, même si certains peuvent avoir une durée de vie longue, c'est particulièrement le cas du droit d'auteur, à un certain moment, l'objet de la protection, à savoir l'œuvre, pour ce qui concerne les droits d'auteur, va, comme on dit, tomber dans le domaine public, c'est-à-dire qu'elle ne sera plus protégée, il n'y aura plus de droit d'auteur, il n'y aura plus de droit exclusif, et pas moyen de prolonger la durée de protection. Donc ça, c'est une particularité très importante des signes distinctifs et tout spécialement de la marque, c'est la possibilité d'obtenir de manière illimitée dans le temps une protection exclusive. Et ça va avoir beaucoup d'effets dans la pratique et aussi entraîner pas mal de dangers sur le plan juridique, voire politique et économique. Nous y reviendrons. À côté des signes distinctifs, vous avez une toute autre raison d'être pour toute une autre série de droits de propriété intellectuelle, c'est ce qu'on va appeler les droits de création. Et on comprend bien ce qu'on veut dire ici. Nous avons une volonté pour le législateur d'encourager la création, à la fois dans le domaine artistique et dans le domaine technologique, en donnant pendant un certain temps au créateur un droit exclusif sur le fruit de sa création intellectuelle. On a pu parler, au sens politique du terme, d'un contrat entre la collectivité, la société et le créateur ou l'inventeur. Un contrat dont chacun doit sortir gagnant, win-win comme on dit parfois. À savoir que pendant la durée de protection du droit, eh bien, le créateur peut interdire à quiconque d'exploiter son œuvre ou son invention et ainsi obtenir des revenus de l'exploitation de cette invention en levant notamment l'interdiction au bénéfice de telle ou telle personne en concluant des contrats de licence sur son œuvre ou sur son invention par exemple, ou en tout cas en étant le seul à pouvoir exploiter cette œuvre ou cette invention et donc en tirer certains revenus. Mais lorsque la durée de protection sera venue à expiration, eh bien tout un chacun pourra en bénéficier pleinement. Il y a donc une recherche d'équilibre entre les intérêts des créateurs et les intérêts de la collectivité. Ceci est très important aussi de se souvenir de cette ratio legis, parce que si on constate dans un cas donné qu'il n'y a plus d'équilibre entre la volonté à la fois de servir l'intérêt des créateurs d'un côté ou de leurs ayants droit et l'intérêt général de l'autre, il faut peut-être remettre en question la façon dont cette protection est organisée. Alors plus récemment dans le temps, à la fin du XXe siècle, de nouveaux droits intellectuels sont apparus que je dénomme droits d'investissement parce que leur but, c'est de protéger, de favoriser des investissements financiers dans un certain nombre de domaines culturels et technologiques. À chaque fois, ces droits d'investissement
prennent la forme de droits voisins du droit d'auteur. Ce sont les droits voisins des producteurs de films, des producteurs de phonogrammes, des producteurs de bases de données. Il a été aussi consacré un droit sur les puces électroniques, ce qu'on appelle les topographies de produits semi-conducteurs. Et personnellement, je range également un certain droit d'auteur dans cette catégorie, le droit d'auteur sur les programmes d'ordinateur, dont je vous parlerai. En ce qui concerne les sources juridiques propres au domaine de la propriété intellectuelle, je vais pour l'essentiel vous renvoyer à la lecture des pages 106 à 109 du syllabus. C'est une matière qui se prête plus à une lecture qu'à un exposé oral. Dans cet exposé oral, ce que je voudrais faire, c'est vous éviter de tomber dans certains pièges et attirer votre attention sur les difficultés de la matière et les particularités de la matière. Les sources du droit de la propriété intellectuelle sont très nombreuses. Elles sont à la fois internationales, européennes, Benelux, nationales, voire régionales. En ce qui concerne les sources internationales, elles sont elles-mêmes très nombreuses. Les conventions internationales en la matière, entre autres celles qui proviennent ou qui sont gérées par les deux grandes organisations internationales spécialisées en la matière, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui est une agence spécialisée de l'ONU d'un côté, et de l'autre, l'Organisation mondiale du commerce, qui gère notamment l'un des accords annexés à celui qui a créé l'Organisation mondiale du commerce, qui est l'accord ATPIC. Nous avons déjà vu ça. Vous avez ici la photographie des deux organisations qui se font géographiquement face sur une place de Genève où elles ont toutes les deux leur siège. Pour ce qui concerne les sources européennes, il y a d'abord, dès maintenant, une première chose à bien comprendre, à bien saisir. C'est qu'il y a à la fois des règlements de l'Union européenne et des directives d'harmonisation des droits nationaux, puisque vont coexister des règles et des droits qui ont une protection à l'échelle de l'ensemble de l'Union européenne. Ces droits vont coexister avec des droits de propriété intellectuelle nationaux ou régionaux comme les droits Benelux. C'est pour ça, pour que l'Union européenne puisse créer un droit de propriété intellectuelle qui est protégé sur l'ensemble de l'Union européenne, un seul droit pour le territoire formé de l'ensemble des États membres de l'Union européenne, il faut nécessairement un règlement. Une directive ne pourrait pas avoir cet effet, puisque le règlement est directement applicable dans le droit interne de chaque État membre. C'est évidemment ce qui est indispensable. Et c'est ce qui existe en matière de marque, puisque nous avons une marque de l'Union européenne qui est régie par un règlement. Nous avons des dessins ou modèles qui s'appellent toujours les dessins ou modèles communautaires. Un jour, on va les rebaptiser en dessins ou modèles de l'Union européenne, mais ça veut dire la même chose. Donc là aussi, il y a un règlement de l'Union européenne sur les dessins ou modèles communautaires. Ça existe aussi, ça c'est une matière qu'on ne verra pas ensemble, en matière d'obtention végétale. Alors, il y a des mesures qui sont destinées à lutter contre la piraterie, la contrefaçon à l'entrée en douane dans l'Union européenne. Là aussi, il y a un règlement à cet effet. Et je reparlerai, parce que la situation à la fois n'est toujours pas définitive, mais est importante, de la question particulière du brevet unitaire de l'Union européenne. Donc à côté de ces règlements qui créent des droits unitaires pour l'ensemble du territoire de l'Union européenne, en principe, on a aussi toujours des législations nationales qui sont harmonisées par voie de directives cette fois-ci. Il y a des directives qui sont très nombreuses en matière de droit d'auteur et assez disparates, qui ne sont toujours pas coordonnées. Les choses sont plus claires en matière de droit des marques parce que la directive a été revue récemment, en 2015. Elle devrait l'être bientôt en ce qui concerne les dessins ou modèles, une autre directive sur les dessins ou modèles.
Alors qu'en matière de brevets, là, il n'y a pas du tout de directive générale sur le droit des brevets, mais seulement une directive dans un domaine de la technique qui est celui des inventions biotechnologiques. Il ne faut pas confondre la Convention de Munich sur le brevet européen avec le droit de l'Union européenne. La Convention de Munich sur le brevet européen est un traité de droit international classique, et la preuve en est qu'elle ne lie pas seulement les États membres de l'Union européenne, mais bien 38 États. Par exemple, en plus des États membres de l'Union européenne, la Suisse ou la Turquie sont membres de l'Organisation européenne des brevets. Donc quand on parle de brevet européen, c'est au sens géographique de l'Europe, mais pas au sens de l'Union européenne. Cependant, on va voir que le système, qui n'est pas encore en application, mais qui a été adopté sur papier du brevet unitaire de l'Union européenne, est destiné à se greffer sur ce système de la Convention de Munich sur le brevet européen. Bien entendu, on va revoir ça en détail quand on examinera la matière des brevets. Alors, je vous ai dit, très important pour nos contrées, le droit Benelux, puisque nous avons une convention Benelux sur les marques et les dessins et modèles. Un seul texte, divisé en plusieurs parties, une partie spécifique au droit des marques et une partie spécifique au droit des dessins et modèles. Cette fois-ci, également, ce sont des droits unitaires qui sont créés, c'est-à-dire que vous avez une marque Benelux qui va vous protéger sur l'ensemble du territoire formé de la Belgique, des Pays-Bas et du Grand-Duché de Luxembourg. Mais à la différence de la marque de l'Union européenne qui coexiste avec les marques nationales, marques françaises, marques allemandes, marques italiennes, etc., les marques Benelux ont supprimé les marques nationales. Donc depuis 40 ans maintenant, il n'existe plus de marques belges, de marques néerlandaises, de marques luxembourgeoises. Le plus petit territoire sur lequel vous puissiez faire enregistrer une marque ici, c'est le Benelux. Et pour recevoir les demandes d'enregistrement, les examiner et procéder, le cas échéant à ces enregistrements, eh bien, un office Benelux de la propriété intellectuelle qui a son siège à La Haye a été créé. Donc ça concerne le droit des marques, le droit des dessins et modèles. Dans les autres domaines, il n'existe pas de droit Benelux. Et donc, il n'y a pas de droit Benelux, en particulier en matière de droit d'auteur et de droits voisins, ni en matière de droit des brevets. Il n'est donc pas étonnant de trouver de la législation belge en matière de droit d'auteur et de droits voisins et en matière de brevets. Et où est-ce que vous allez trouver le droit belge du droit d'auteur et des brevets? Eh bien, dans le Code de droit économique au livre 11. Voilà, nous en avons presque terminé de l'introduction générale au droit de la propriété intellectuelle. Il nous reste à voir encore la question de la durée de protection. Ça, c'est vraiment intéressant et à mettre en lien avec la ratio legis des différents droits de propriété intellectuelle. Vous allez voir le lien. À chaque fois, le législateur s'est demandé quelle était la durée de protection qui correspondait le mieux aux objectifs poursuivis par la loi. Et vous allez voir combien cela est variable selon les différents secteurs de la propriété intellectuelle. Nous allons voir aussi deux mécanismes juridiques dont vous ne trouverez l'équivalent nulle part ailleurs dans le droit, à savoir le mécanisme du droit de priorité d'une part et celui de l'épuisement des droits de l'autre. Et enfin, je vous dirai quelques mots de la mise en œuvre des droits, parce qu'un droit sans action en justice pour le mettre en œuvre, c'est un droit inefficace. Et je vous dirai notamment devant quels tribunaux les litiges relatifs à un droit de propriété intellectuelle doivent être portés en ce qui concerne notre pays. On regarde ça maintenant. Commençons donc par examiner la question de la durée de la protection. Vous allez voir tout de suite, en regardant la dia que vous avez sous les yeux, que le paysage que l'on rencontre dans le domaine de la propriété intellectuelle à propos de cette question de la durée est tout à fait variable.
est tout à fait à mettre en rapport avec ce que nous avons vu à propos de la raison d'être de la protection par un droit exclusif dans le domaine de la propriété intellectuelle. Commençons par le brevet. Et vous voyez que la durée, qui est une durée absolument maximale de protection par le droit exclusif que confère le brevet, est de 20 ans, et ces 20 ans commencent à courir à partir du jour où vous déposez votre demande de brevet. Donc ça ne commence pas à partir de la délivrance du brevet, mais bien à partir du moment où vous demandez un brevet. Et il n'y a aucune possibilité de renouveler cette durée de protection. En pratique d'ailleurs, il faut savoir qu'il ne suffit pas d'obtenir la délivrance d'un brevet pour que celui-ci sorte effectivement ses effets pendant 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande. Il faut aussi encore payer une taxe annuelle, ce qu'on appelle une annuité, qui va permettre le maintien en vigueur du brevet. Et en réalité, ce qui se passe dans la pratique, c'est que les titulaires de brevets, par exemple notre université, chaque année se pose la question, est-ce que tel ou tel brevet vaut la peine qu'on continue à le maintenir en vie? Et puisque ça coûte de l'argent de le maintenir en vie, il faut au moins qu'il rapporte autant, et si possible plus, qu'il ne coûte. Mais il se trouve qu'on a examiné quelle est la durée de vie totale en moyenne des brevets qui ont été délivrés. Et on a constaté qu'il y en a très peu que l'on maintient en vie jusqu'à la fin de la période légale maximale des 20 ans. Et la moyenne de durée de vie des brevets délivrés, c'est entre 6 et 8 ans à compter du dépôt de la demande. Donc c'est beaucoup moins que les 20 ans durée maximale. Ceci pour toute une série de raisons, soit que le titulaire du brevet n'ait plus le moyen, soit que le titulaire du brevet n'ait plus les moyens de maintenir son brevet en vigueur, soit que la technologie qui fait l'objet du brevet soit dépassée, qu'il ait lui-même déposé un brevet sur une invention meilleure, plus intéressante que celle qu'il avait fait breveter antérieurement ou qu'un concurrent l'ait supplanté et une technologie qui a plus de succès que la sienne. Alors il y a une nuance à apporter à ce que je viens de dire, il n'y a aucune exception, donc la règle est bien claire, aucun moyen de prolonger la durée de protection par le droit des brevets. Mais il y a un droit qui est très proche du droit des brevets, qui n'est applicable que dans deux domaines de la technique, à savoir le domaine des médicaments, donc les produits pharmaceutiques d'une part, et le domaine des produits phytosanitaires de l'autre. Ça, ce sont les produits chimiques qui servent à combattre des organismes vivants qui empêchent les plantes de croître. Ce sont notamment les insecticides, les herbicides, les fongicides. Ça, ce sont les produits phytosanitaires. Mais dans ces deux domaines-là, les produits pharmaceutiques et les produits phytosanitaires, il existe ce qu'on appelle un certificat complémentaire de protection qui, comme le nom l'indique, vient compléter la protection, et vient compléter la protection par le brevet dans ces deux domaines, et vient compléter du point de vue de la durée de la protection. Pourquoi dans ces deux domaines? Parce que ce sont deux domaines dans lesquels l'objet de l'invention, par exemple un médicament, ne peut pas être commercialisé dès que le médicament est mis au point. Il faut, pour pouvoir commercialiser un médicament, et c'est la même chose pour les produits phytosanitaires, suivre toute une procédure administrative qui, si les choses se passent bien pour le demandeur, aboutit à la délivrance de ce qu'on appelle une AMM, une autorisation de mise sur le marché. Et cette procédure, elle suppose notamment toute une série d'essais qui sont faits, de tests en laboratoire, destinés à vérifier les effets secondaires, notamment des médicaments, pour voir si le médicament n'a pas des effets secondaires graves qui mettraient en péril la santé des patients qui prennent ces médicaments. Après avoir passé tous ces tests, si l'autorisation de mise sur le marché est délivrée, en fait, vous comprenez qu'on a perdu quand même plusieurs années pendant lesquelles la durée du brevet, elle, court déjà. Et donc les 20 ans maximum deviennent beaucoup plus courts que les 20 ans à cause de ça, de durée effective pendant laquelle on peut commercialiser le médicament.
Et c'est la raison pour laquelle le législateur européen, notamment, a mis en place ce système où il faut faire une demande pour obtenir un certificat complémentaire de protection pendant une durée maximale de 5 ans, qui est destiné à compenser la perte de temps liée à la procédure destinée à obtenir une autorisation de mise sur le marché. Donc c'est une nuance à apporter à cette durée maximale de 20 ans pour le brevet dans 2 domaines bien précis. Ça n'existe pas dans les autres domaines et ça n'est pas une prolongation du brevet lui-même. Si on passe au domaine de la marque, on va voir que le régime de la durée est tout à fait différent. Et cette différence se comprend par la différence de raison d'être de la protection. Rappelez-vous ce que je vous ai raconté à propos de la raison pour laquelle le législateur protège les marques par un droit exclusif. Il s'agit, à l'origine en tout cas, de permettre d'éviter les risques de confusion sur le marché, de permettre aux acheteurs de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux des autres entreprises. Et ce risque, évidemment, il ne s'éteint pas après un certain temps. Tant que l'on continue à commercialiser les produits ou les services visés par la marque, ce risque de confusion perdure. C'est la raison pour laquelle le législateur permet aux titulaires de la marque, tant que cette marque continue à répondre aux conditions de validité, que nous verrons plus tard, permet donc à ce titulaire de la marque de renouveler indéfiniment l'enregistrement de cette marque. Et ça, pendant une durée de 10 ans chaque fois. Chaque enregistrement ou renouvellement d'enregistrement dure 10 années. Et il suffit de payer une taxe au moment du renouvellement pour que pendant 10 ans encore, la marque continue à être pleinement valable. Évidemment, c'est très tentant pour les titulaires d'autres droits intellectuels que la marque qui sont venus à expiration d'essayer de trouver une roue de secours dans le système de la marque. Nous verrons ça à propos d'une affaire Lego notamment, puisque il y a moyen de garder une exclusivité. Alors, sur ce qui peut faire l'objet d'une marque, ce sera toute la question. Continuons à faire notre petit tour du paysage général de la propriété intellectuelle. Nous arrivons devant le domaine des dessins au modèle, ou encore appelé design. Ici, à nouveau, c'est tout à fait différent. Nous avons un système double dans l'Union européenne qui prévoit à la fois la possibilité d'obtenir un enregistrement d'un dessin ou modèle, et dans ce cas-là, la période initiale de protection par cet enregistrement est de 5 ans, mais cette fois-ci, au contraire du brevet, cet enregistrement est renouvelable, mais pas, au contraire de la marque, de manière indéfinie dans le temps. Il y aura une limite, il y aura un nombre maximal de renouvellement possible, et ce nombre maximal de renouvellement possible, c'est 4. Donc si vous faites bien vos calculs, vous avez un enregistrement initial de 5 ans et la possibilité au maximum d'obtenir 4 fois son renouvellement, 4 fois 5, 20, plus la durée initiale. Au total, au maximum, vous allez pouvoir avoir une protection pendant 25 ans. En ce qui concerne la protection des dessins ou modèles dans l'ensemble de l'Union européenne, c'est-à-dire un titre de propriété intellectuelle qui vous protège pour l'ensemble du territoire de l'Union européenne, eh bien, à côté de cette possibilité d'être protégé via un enregistrement, le législateur européen a décidé de permettre aussi une sorte de protection light, une mini-protection, pendant seulement 3 ans, à dater de la première divulgation du dessin au modèle, cette fois-ci sans enregistrement. Nous reviendrons sur les raisons pour lesquelles il a estimé que c'était utile de prévoir aussi une petite forme de protection pendant une durée beaucoup plus courte que celle que permet un enregistrement pouvant être renouvelé en matière de dessin au modèle. Nous arrivons à un des grands piliers de la propriété intellectuelle, qu'est le droit d'auteur. Ici, nous avons affaire au droit intellectuel qui, sans être indéfiniment protégeable, connaît la durée de protection la plus longue.
Donc, à part la marque, c'est le droit intellectuel qui sera protégé pendant la durée la plus longue. Écoutez-moi bien pour bien comprendre comment on calcule la durée de protection par un droit d'auteur. Parce que les étudiants se mettent des pièges sous les pieds que je ne leur prévois absolument pas, ils le font eux-mêmes. Donc ne tombez pas dans un piège que vous mettriez vous-même sous vos pieds. À partir de quand est-ce que le droit d'auteur naît? Eh bien, contrairement à la marque ou au brevet ou au dessin au modèle enregistré, en matière de droit d'auteur, il n'y a aucun enregistrement prévu, aucun enregistrement possible, aucune formalité nécessaire pour la naissance du droit d'auteur. Il suffit qu'un auteur crée une œuvre qui remplit les conditions de protection que nous allons voir dans très peu de temps, pour que dès ce moment-là, de manière automatique, sans aucune formalité, le droit d'auteur naisse. Et ce droit d'auteur va continuer à protéger cette œuvre pendant toute la durée de la vie de son auteur, et puis encore au profit des ayants droit de cet auteur pendant 70 années après le décès de l'auteur. Donc vous voyez que ça peut aboutir à une protection très longue, surtout quand il s'agit d'un auteur qui a vécu très vieux et qui a commencé à produire des œuvres quand il était très jeune. Et c'est pour ça que je vous donne l'exemple de Charlie Chaplin, que vous connaissez, qui était à la fois un très grand acteur et un très grand cinéaste. Eh bien, comme cinéaste, tout autant que comme acteur, il a commencé très jeune, environ vers l'âge de 20 ans, au début du XXe siècle, à faire des films. Et comme il a vécu très longtemps, il est mort une nuit de Noël, à l'âge de 88 ans, très exactement le 25 décembre 1977, vous aboutissez à une protection de plus de 120 ans. Par exemple, le film The Kid de Charlie Chaplin a été réalisé en 1921. Et vu que la durée de protection, c'est à partir de 1921, et puis pendant toute la durée de la vie de Charlie Chaplin, donc jusqu'au 25 décembre 1977, et puis encore pendant 70 années, qui commencent à courir à partir du 1er janvier suivant l'année de la mort de l'auteur, donc à partir du 1er janvier 1978, ça veut dire que jusqu'à la fin de l'année 2047, tous les films de Charlie Chaplin, y compris donc le plus ancien comme The Kid, qui date de 1921, restent protégés par un droit d'auteur. Dans ce cours général introductif à la propriété intellectuelle, nous n'aurons malheureusement pas le temps d'examiner de manière spécifique la matière des droits voisins du droit d'auteur. Je voudrais tout de même que vous soyez attentifs à ne pas confondre l'objet du droit d'auteur, ce qui est protégé par un droit d'auteur, c'est donc une œuvre, et puis les droits voisins du droit d'auteur, et notamment les droits voisins des artistes, interprètes et exécutants. Pour reprendre l'exemple de Charlie Chaplin, je vous ai dit, Charlie Chaplin, il a commencé très jeune, à la fois comme cinéaste et comme acteur. Mais ses droits intellectuels ne sont pas les mêmes en tant que cinéaste d'un côté, en tant qu'acteur de l'autre. Comme cinéaste, comme auteur des scénarios de ses films, comme auteur des dialogues, comme auteur de la musique, vous savez peut-être que Charlie Chaplin a composé la musique de plusieurs de ses films également. En toutes ses qualités, il était un auteur au sens du droit d'auteur et avait un droit d'auteur sur ses films, sur ses musiques, sur ses scénarios, etc. Mais en tant qu'acteur, ce n'est pas un droit d'auteur qu'il a sur ses prestations d'acteur, c'est, et ce droit est de création beaucoup plus récente que le droit d'auteur, c'est ce qu'on appelle un droit voisin, le droit voisin des artistes, interprètes et exécutants. Je ne vous demande pas de connaître la durée de protection de ce droit voisin, je vous dis simplement, comme indiqué sur ce dia pour le plaisir, qu'il existe une durée spécifique de protection plus longue que la durée de protection des autres droits voisins dans le domaine musical, dans le domaine des disques, qui sont des supports de reproduction de prestations d'artistes interprètes dans le domaine musical, puisque depuis quelques années, les droits voisins
d'une part des interprètes et de l'autre des producteurs de disques, ont été portés quant à leur durée à une durée de 70 années à compter, non pas de leur décès, mais de la publication de l'enregistrement. Et donc ça, au contraire de la durée du droit d'auteur, c'est la durée totale de protection, puisque la protection ici commence au moment de la publication de l'enregistrement et va se terminer 70 années plus tard. On ne tient donc pas compte de la durée de vie des interprètes ou des producteurs ici. Pourquoi est-ce que je vous montre une photo des Beatles et d'un de leurs disques? Eh bien c'est parce qu'on a appelé directive Beatles la directive qui a allongé la durée de protection des droits voisins des interprètes et producteurs de disques, parce que c'est au moment où les droits voisins des Beatles et de leurs producteurs allaient arriver à expiration, dans l'ancien système qui prévoyait une durée de 50 années de protection, qu'un très fort lobbying a été réalisé par les producteurs de disques pour obtenir un allongement de cette durée. Et donc uniquement dans ce domaine musical, ce qui est assez curieux, voire discriminatoire par rapport aux titulaires d'autres droits voisins que les interprètes et producteurs de disques. Mais donc je ferme cette petite parenthèse amusante et aussi la question de la durée de protection des droits intellectuels pour en venir à un autre mécanisme transversal, en ce sens qu'il est applicable à plusieurs droits de propriété intellectuelle, mais uniquement, pour une raison que vous allez comprendre, uniquement à des droits de propriété intellectuelle dont la protection dépend d'un enregistrement. Ce mécanisme s'appelle le mécanisme du droit de priorité et il existe depuis longtemps puisqu'il a été imaginé, et c'est un mécanisme très astucieux qui introduit une forme de fiction juridique, et cela depuis la Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883. Dans cette convention, et c'est toujours en vigueur aujourd'hui ce système, il est prévu que le dépôt dans un État membre de l'Union, et aujourd'hui font partie de l'Union de Paris tous les États membres de l'Organisation mondiale du commerce, il y a un lien qui a été fait dans le traité ATPIC, annexé au traité qui a créé l'Organisation mondiale du commerce, un lien entre ce traité ATPIC et la Convention d'Union de Paris, les membres de l'OMC devant être également membres de l'Union de Paris. Ça signifie donc que très peu d'États du monde ne font pas partie aujourd'hui de cette union. Donc je reprends. Selon le mécanisme du droit de priorité, le dépôt dans un État membre de l'Union de Paris ouvre un délai qu'on appelle un délai de priorité, permettant à celui qui a fait ce premier dépôt de déposer la même demande dans les autres États membres, et ceci en bénéficiant de la date de dépôt initiale. Le délai dans lequel qui a fait une première demande dans un premier État membre, le délai dont le demandeur dispose est d'1 an pour ce qui concerne les demandes de brevets et de 6 mois pour ce qui concerne les demandes d'enregistrement d'une marque ou d'un dessin ou modèle. Donc qu'est-ce que ça veut dire et quel est l'intérêt de ce mécanisme? Par exemple, si je demande aujourd'hui un brevet aux États-Unis, je vais avoir 1 an pour étendre ma demande dans les États partis à la Convention où je souhaite obtenir également un brevet. Ça me donne ainsi du temps pour réaliser ces demandes, du temps pour évaluer s'il est intéressant pour moi d'étendre géographiquement ma protection et du temps aussi pour étaler un petit peu les dépenses importantes qui sont liées à une demande de brevet. Voici un exemple avec des dates précises. Imaginons qu'une société vol gratis dépose une demande de brevet sur un médicament le 1er octobre 2016, et ceci en Belgique. Alors, quand on veut pouvoir bénéficier du mécanisme du droit de priorité, il suffit de cocher une petite case dans le formulaire de demande du brevet. La société vol gratis fait cocher la case pour revendiquer le droit de priorité. Imaginons toujours que cette même société demande
le même brevet, c'est-à-dire un brevet portant sur la même invention, aux Pays-Bas, en France et en Allemagne, qui sont tous des pays membres de l'Union de Paris, le 15 mai suivant, le 15 mai 2017. Et puis encore, juste à la veille de l'expiration du délai d'un an, le 30 septembre 2017, la société Volgratis étend encore ce dépôt à l'Italie et à la Suisse. Eh bien, par la fiction juridique du délai de priorité, tous les dépôts, y compris donc ceux du 15 mai 2017 et ceux du 30 septembre 2017, vont être réputés juridiquement avoir été effectués par Volgratis le 1er octobre 2016, donc à la date du premier dépôt. Et ça signifie que si entre-temps, une autre personne, imagine une société Merck, qui aurait déposé une demande portant sur le même médicament le 10 novembre 2016 en Italie, eh bien, malgré le fait que, en réalité, Volgratis a déposé sa demande en Italie après Merck, juridiquement, Volgratis va être considéré comme ayant fait cette demande, y compris en Italie, avant la société Merck. Ça, c'est tout l'intérêt du mécanisme du délai de priorité qui est encore quotidiennement utilisé aussi bien en matière de brevets que de marques et de dessin au modèle. Je ne reviens pas sur la question des annuités de brevets dont je vous ai parlé à propos de la durée. C'est donc nécessaire, indispensable, de payer des annuités, donc des taxes annuelles qui sont progressives, pour maintenir le droit de brevet en vigueur. J'en viens au mécanisme de l'épuisement, qui là aussi est un mécanisme transversal, donc applicable cette fois-ci à l'ensemble du droit de la propriété intellectuelle, à tous les droits intellectuels, et qui est un mécanisme tout à fait spécifique à la matière de la propriété intellectuelle. En réalité, l'origine juridique de cette règle provient de la confrontation entre deux corps de règles, contradictoires a priori, que sont d'une part le droit de la propriété intellectuelle et de l'autre le droit des grandes libertés de circulation à l'intérieur de l'Union européenne. En effet, les principes de libre circulation et tout spécialement le principe de libre circulation des marchandises va empêcher les États membres de prévoir des mesures qui forment des entraves à la libre circulation des produits. Alors que, par essence même, le droit intellectuel, c'est un droit d'interdiction, donc qui va créer une entrave à la libre circulation des produits. Comment est-ce que cette contradiction a été résolue dans l'Union européenne? Eh bien, précisément par le développement de la théorie qui est devenue une règle de droit, la théorie de l'épuisement européen. Le droit intellectuel portant sur une marchandise va être considéré comme épuisé après la première mise dans le commerce de l'Union européenne, et cette règle a même été étendue à l'ensemble de l'EEE, c'est-à-dire l'espace économique européen. Donc première mise dans le commerce de l'espace économique européen par le titulaire du droit ou avec l'autorisation du titulaire du droit intellectuel concerné. Je vous rappelle, mais ceci vous le verrez certainement au cours de droit de l'Union européenne, que l'espace économique européen comprend tous les États de l'Union européenne, plus l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Plus précisément, voici comment cette règle de l'épuisement du droit intellectuel fonctionne. La mise sur le marché d'un État membre d'un produit qui fait l'objet d'une protection par un droit de propriété intellectuelle, et ceci par le titulaire de ce droit intellectuel ou bien par une personne qui a reçu l'autorisation du titulaire en vue de cette mise sur le marché, en pratique ce sera très souvent un licencié du titulaire, eh bien cette mise sur le marché entraîne la libre circulation de ce produit dans tous les États membres, sans possibilité pour le titulaire du droit d'invoquer ce droit intellectuel pour empêcher la revente du produit dans un des États membres de l'EEE. En d'autres mots,
Le principe de libre circulation des marchandises n'empêche pas la mise en œuvre du droit intellectuel, mais cette mise en œuvre au sein de l'espace économique européen va permettre uniquement aux titulaires du droit de choisir de mettre ou de ne pas mettre un produit couvert par son droit intellectuel dans le commerce de l'EEE. Dès qu'il a fait ce choix de le mettre lui-même dans le commerce ou de permettre à un tiers de le mettre dans le commerce, les exemplaires ainsi commercialisés dans l'espace économique européen vont pouvoir librement circuler dans tout l'espace économique européen sans que ni le licencié ni le titulaire du droit ne puissent se fonder sur ce droit intellectuel pour empêcher cette libre circulation. Mais ceci ne fonctionne qu'à l'intérieur de l'EEE. Et ça veut dire que si une marchandise couverte par un droit de propriété intellectuelle est mise en circulation pour la première fois sur le territoire d'un État qui ne fait pas partie de l'espace économique européen, alors le droit intellectuel d'un titulaire dont le droit couvre au moins un État membre de l'EEE va pouvoir empêcher l'importation de la marchandise couverte par ce droit intellectuel en provenance d'un État hors EEE dans un État EEE où son droit est protégé. C'est pour ça qu'on parle d'épuisement européen du droit intellectuel, puisque c'est une forme de protectionnisme européen qui va permettre une pleine libre circulation des marchandises à l'intérieur de l'EEE, même lorsque ces marchandises sont protégées par un droit de propriété intellectuelle, mais va assurer aussi une pleine protection aux titulaires du droit intellectuel lorsque les exemplaires de cette marchandise sont mis pour la première fois dans le commerce en dehors de l'espace économique européen. Pour terminer cette introduction générale au droit de la propriété intellectuelle, quelques mots à propos de la mise en œuvre des droits intellectuels. Comme je vous l'ai déjà dit, un droit sans possibilité de mise en œuvre, et en particulier sans action en justice et action en justice efficace, c'est un droit qui lui-même est inefficace. Sur la dia que vous avez sous les yeux et sur la dia suivante, vous avez la répartition de compétences prévues en Belgique pour ce qui concerne les actions civiles en contrefaçon. Je ne vous demande absolument pas de connaître par cœur toutes ces règles, mais simplement de retenir que l'ensemble de la matière de la propriété industrielle relève aujourd'hui de la compétence des tribunaux de l'entreprise. Il n'y a plus aucune compétence laissée aux tribunaux de première instance, dans le domaine donc en particulier des brevets, des dessins au modèle, des marques. Et c'est même uniquement le tribunal de l'entreprise de Bruxelles qui est compétent dans une série de domaines, mais je ne vous demande pas de retenir ces domaines dans le cadre de ce cours. Retenez simplement que sur le plan de la compétence territoriale, il y a des règles de centralisation territoriale qui ont été adoptées dans tout le domaine de la propriété intellectuelle. Parfois une centralisation totale et le plus souvent une centralisation partielle. Ce sont les tribunaux de l'entreprise qui ont leur siège au siège d'une cour d'appel qui sont exclusivement compétents sur le plan territorial. En ce qui concerne le droit d'auteur et les droits voisins du droit d'auteur, là on a une compétence partagée entre le tribunal de l'entreprise et le tribunal de première instance. Ici aussi, je ne vous demande pas de retenir les détails. Sachez qu'en pratique, il n'y a presque plus d'actions civiles en contrefaçon qui sont portées devant les tribunaux de première instance. Et enfin, une dernière chose à savoir, c'est qu'il existe depuis longtemps en Belgique, et plus récemment ceci a été imposé par une directive européenne dans l'ensemble des États membres, une procédure qu'en Belgique on appelle la procédure de saisie en matière de contrefaçon, qui n'est pas vraiment une procédure de saisie, mais qui est plutôt une procédure dont l'objet principal est de se préconstituer une preuve de l'existence et de l'ampleur d'une contrefaçon, donc d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle. C'est une procédure qui est en principe unilatérale, ce qui va vous permettre de bénéficier d'un effet de surprise chez un
présumé contrefacteur. Donc vous pensez que peut-être dans tel entrepôt ou dans telle usine, il y a des preuves d'une contrefaçon de droit intellectuel. Si cette procédure particulière n'existait pas, le principe serait celui de l'inviolabilité du domicile, qui existe aussi, qui s'étend aux lieux dans lesquels une entreprise exerce son activité, qui ne sont pas des lieux accessibles au public. Et donc il va falloir l'autorisation d'un juge pour permettre à un expert désigné par ce juge de procéder à la description d'objets, de marchandises dont le demandeur soupçonne qu'il s'agit d'objets, de marchandises ou de contrefaçon ou de matériel permettant de fabriquer des marchandises de contrefaçon, de décrire ces objets, de prendre des photos, des échantillons, de prendre une copie de la comptabilité aussi pour pouvoir évaluer l'ampleur de cette contrefaçon, etc.